Madame et monsieur, merci de nous recevoir chez vous. C'est avec un plaisir renouvelé que nous recevons sur ce plateau un invité finalement habitué de ce plateau, Maître Godefroy Moinaboito. Bonne année. Merci, pareillement. Merci, c'est vrai qu'on s'est vu depuis l'année dernière. Et donc, voilà, il n'est jamais tard pour ça. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Ben, le temps qui passe. Oui, le temps passe vite. Oui, c'est vrai. Comme dans la chanson, le temps qui passe, mais il n'efface pas les bonnes traces que nous allons laisser. Alors, nous allons aujourd'hui parler de votre ouvrage, parce que vous êtes aussi écrivain. On ne le dira jamais assez. Je suis tenté de dire à vos heures perdues, mais je pense que vous le faites activement et pleinement. Oui, c'était des heures perdues, mais je pense que maintenant j'ai une double profession, en même temps avocat et en même temps écrivain aussi. Je le sens moi-même, je le découvre aussi. Ah, et après avoir pris du temps pour lire, j'imagine, tout ce qu'il y a comme tome dans les droits, maintenant vous écrivez, et quel est votre euh, euh, champ de prédilection dans l'écriture? Merci d'abord pour l'accueil et pour votre question. Mon champ de prédilection, et je pense qu'il n'y a pas, pour moi en tout cas, meilleure manière de m'exprimer que dans le roman. Le roman, mais dans un style, je dirais, particulier et très riche, je pense très rare dans notre pays, le roman historique. Ça veut dire c'est de la fiction romanesque, certes, mais qui s'appuie sur des réalités historiques et des tribulations que notre pays a traversées. C'est une façon pour moi de dire des choses à travers des personnages et des faits fictifs, mais qui constituent en même temps une façon pour moi de susciter la mémoire collective sur ce que traverse le Congo, en tout cas depuis sa création jusqu'à l'âge qu'il a atteint aujourd'hui en tant qu'État post-colonial. J'aborde un peu ce côté-là dans mon travail d'écriture et je commence à m'y habituer, à y prendre plaisir. Mhm. Et justement, l'ouvrage que vous allez, qui est édité, que vous allez publier dans pas longtemps, c'est aussi un roman euh, dont le titre est La Maison des Merveilles. Pourquoi ces titres? La Maison de Merveilles, l'écriture de ce roman m'a été inspirée par un bâtiment historique qui existe sur l'île des Zanzibar, l'archipel des Zanzibar, en Tanzanie. Il existe un bâtiment historique très vieux qui s'appelle la Maison de Merveille, House of Wonders, ou bien Nyumba ya Maajabu en Kiswahili. Et c'est un bâtiment qui m'a inspiré parce que il est chargé d'histoire. Dans ce bâtiment ont vécu des esclavagistes, Des notamment, esclavagistes, oui, notamment et pas des esclaves. non, des esclavagistes, notamment type, lorsqu'il y avait le commerce triangulaire qui s'est déroulé entre les pays arabes et qui rentraient parfois tirer des esclaves jusqu'à l'intérieur de ce qui deviendra le Congo plus tard, notamment à Nyangwe, pour les amener vers Kigoma ou Djidji, tous ces chemins des esclaves-là. Mais c'est à Zanzibar, il y avait des rois, notamment Type, qui a vécu, ainsi de suite. Mais en même temps, avant cela, il y avait des Portugais qui ont vécu aussi sur l'île. Et plusieurs relations commerciales se sont faites entre le Congo et la Tanzanie. Le Congo qui était belge, la Tanzanie qui était allemande. Et une partie du Rwanda, Burundi, qui était aussi allemande à l'époque. Ce qui a fait qu'il y avait des interactions entre ces peuples-là. Alors, quand j'ai lu l'histoire de ces bâtiments, ça m'a inspiré un roman. Mais un roman qui se situe sur plusieurs périodes. En même temps, mon personnage a vécu la rébellion de 64,
qu'il y a aussi quelque chose en lien avec cette zone, cette partie. Vous vous rappelez, à l'époque, la Tanzanie était pratiquement socialiste, penchée plus vers les blocs Est au moment de la guerre froide. Alors j'ai exploré cette problématique-là de manière à ce que mon personnage, qui raconte son histoire à son enfant, lit en même temps le passé colonial du Congo et l'histoire mouvementée post-coloniale du Congo. C'est ce genre de travail-là que j'essaie d'aborder, mais aussi il y a une métaphore dans la Maison des Merveilles, parce que effectivement vous allez vous rendre compte que les États post-coloniaux comme le Congo, comme la Tanzanie, ressemblent plus aussi à des maisons de merveilles. Quelqu'un peut être proclamé président élu aujourd'hui, la même personne qui l'avait proclamé élu, elle se réveille quelques jours plus tard pour dire que non, elle n'avait pas gagné les élections. Quelqu'un peut être de gauche aujourd'hui, vous les retrouvez à droite demain, au centre, ainsi de suite. Ou quelqu'un peut être en prison et demain vous le retrouvez chef de l'État. Exactement. Donc la décolonisation de l'Afrique, que moi je considère comme une décolonisation bâclée, a fait de ces États, d'ailleurs je ne suis pas d'accord avec les frontières post-coloniales, moi je trouve que c'est de l'inutilité en tant que panafricain moi-même. Vous risquez d'ouvrir une grosse brèche là. Si c'est vrai, si c'est vrai, si c'est vrai. Alors j'explore toutes ces questions-là à ma manière, à travers mes personnages et à travers les récits, qui a beaucoup de similitudes avec la continuité de cette décolonisation et les affres que vit la République démocratique du Congo jusqu'à ces jours. Alors, votre personnage a vécu ces mouvements et il fait une sorte de transmission d'héritage. Exactement. C'est un travail mémoriel aussi, c'est un travail de mémoire, parce que mon personnage, c'est un enfant soldat, au fait, hein, qui est successivement recruté par les militaires de l'ANC, Armée nationale congolaise, à l'époque des années 64, et aussi par les rebelles de APL, l'Armée populaire de libération, de Pierre Moulele, Christophe Bouigné, Soumialo et autres. Alors, il fait un parcours qui l'amène de la zone de Mwenga, Chabunda, jusqu'à la prise de Kindu. Et puis son parcours va aller chuter jusqu'à la conquête de Stanleyville, actuelle Kisangani, où on assiste à une des plus grandes prises d'otages du XXe siècle, jusqu'à l'opération Dragon Rouge et Omegang, qui viennent libérer Stanleyville, où les Américains, cette fois, ils interviennent parce qu'il y a leurs compatriotes qui sont pris en otage. Alors il est en train de raconter tout ça à son fils contemporain qui existe en 2019, et il ressort effectivement des similitudes avec ce que le Congo est en train de vivre aujourd'hui. C'est vrai que sur le plan international et mondial, on n'assiste plus à la guerre froide, à des blocs Est-Ouest, mais si vous regardez les rapports de force entre les grands axes de puissance, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, la Russie, ancienne Union soviétique démembrée, la Chine, vous vous rendez compte que le Congo est toujours écartelé entre ses besoins de puissance et ses besoins de mainmise des étrangers. Donc c'est ces similitudes-là qui essaient d'être enrichies. Depuis l'époque coloniale même, lorsque l'État indépendant du Congo naît, on décide d'en faire une no man's land, un espace où la navigation est permise à toutes les puissances du monde. Et ça devient comme l'ADN du Congo jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde veut avoir la même mise sur le Congo. La Chine, les États-Unis, l'Union soviétique. Et ça n'en finit pas. Les conséquences retombent sur les propriétaires du Congo que nous sommes, sur les autochtones, sur les femmes, sur les enfants. J'ai voulu mettre un peu en exergue ce drame-là d'un État post-colonial qui, pour moi, aura été vraiment un échec complet du projet de colonisation qu'on essaie de récupérer, mais qu'on ne laisse pas les Congolais souverains reprendre le contrôle entier de leur pays et de leurs richesses pour en faire profiter à leurs descendants et à leurs enfants. C'est ça la thématique. Votre roman semble plutôt donner aux Congolais un rôle de spectateur dans sa propre histoire. À vrai dire, c'est cela. C'est cela qu'ils sont. Parce que depuis le début déjà, vous vous rendez compte que les vraies manettes du drame qui se déroule au Congo ne sont pas tirées à partir du Congo. Toutes les guerres que nous avons connues, c'était des confrontations entre des puissances étrangères. Mobutu, on sait bien qu'il avait été appuyé par la CIA. Les documents déclassifiés l'ont démontré aujourd'hui.
Pierre Moulélé, les autres qui étaient en confrontation, on sait bien qu'ils sont partis fuir, finir en Égypte, qui était un État de Nasser à l'époque, qui était un État socialiste proche de l'Union soviétique. Même chose pour la Tanzanie avec l'Ujamaa, le socialisme et autres. Même chose aujourd'hui, si vous regardez la confrontation, vous vous rendez compte que ce qui se présente, notamment les rebelles de l'AFC, M23 et autres, c'est pratiquement des pantins aussi, des marionnettes qui sont plutôt manipulées par d'autres puissances avec pour finalité non seulement d'étendre les frontières et de rogner un peu sur le territoire de la RDC, mais aussi d'avoir la même mise sur des minéraux stratégiques qui existent dans l'est de notre pays. Mais à un moment, il faut que ça s'arrête. À un moment, il faut que l'on considère que, bon, je pense que dans la conscience collective des États et des puissances du monde, ils ne sont jamais sortis du Congo précolonial. Mais sans sortir de votre livre, mais est-ce que ce que vous évoquez là n'est pas la conséquence d'un non-État? C'est-à-dire, aujourd'hui, la prédation est telle que, lorsqu'on se rend compte que une entité n'est pas organisée, on se jette dessus. Je vois aujourd'hui ce que Trump veut faire à Gaza, en Palestine. Je vois ce qu'il veut faire, par exemple, dans le pôle Nord. Il sait qu'il y a quelque chose de bon à prendre et lorsque ce n'est pas sécurisé, il prend. Oui, effectivement, c'est cela, au fait. C'est les défis du Congo et c'est les défis de la plupart des États post-coloniaux. Parce que le Congo, au départ, il n'existe pas. Au début, il n'existe pas. C'est un espace où survivent, où vivent des empires et royaumes qui sont autonomes et puissants. Si vous regardez les OTT là, les Gareganze et les autres, de l'autre côté l'empire Luba, les royaumes Congo et autres, c'est des vraies puissances. Lorsque les Portugais arrivent, ils touchent au premier et tout le reste, c'est des vraies puissances. Mais à un moment, on décide d'en faire un État avec un écartèlement terrible, une ouverture vers le Sud-Soudan du côté de l'Est, Nord-Est, une ouverture vers l'Angola où on a cédé même une partie, ainsi de suite, une ouverture vers l'Est, on est écartelé. C'est comme ça qu'on devient une puissance. Mais pourquoi on en fait un grand espace comme ça, écartelé entre plusieurs zones? C'est parce que effectivement les puissances qui l'ont conçu, qui l'ont créé, ont voulu profiter pour faire leur commerce, que ce soit le commerce de l'ivoire, du caoutchouc, on n'oublie pas les mains coupées et toutes ces exactions de Léopold II. Mais ils n'ont pas encore sorti ça aujourd'hui de leur tête. Ils continuent à penser que le Congo c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on a déjà laissé aux Congolais un peu les mains libres à un certain moment pour qu'ils prennent effectivement possession de leur État? Nous ne pouvons pas vivre, nous, les Congolais, en autarcie. On doit toujours interagir avec des autres puissances. Mais il faudrait qu'on respecte la légitimité du peuple congolais de manière à ce qu'on discute avec les gouvernements établis et choisis par le peuple congolais. Si c'est des accords, le Congo peut s'ouvrir à négocier, à discuter avec tout le monde. Les Américains, les Russes, les Chinois, les Français, n'importe quel peuple, aussi longtemps que les intérêts nationaux des Congolais sont garantis. Mais lorsqu'il faut délibérément entretenir des crises, notamment dans la partie est du Congo, je n'aime pas trop les concepts zone est, ouest et tout le Congo, la guerre actuelle du Congo, on l'entretient à dessein pour permettre à certaines puissances de faire main basse sur les richesses stratégiques du Congo. Ça, c'est injuste. Moi, je pense qu'il est temps que le Congo ose sa voix, ose le ton, pour qu'on le pacifie. Comme ça, il peut interagir avec d'autres puissances, parce que c'est une puissance endormie aujourd'hui, le Congo. C'est comme ça que moi, la meilleure manière pour moi d'aborder ce genre de thématiques très sensibles et très existentielles pour nous, notre génération par exemple, c'est existentiel pour nous parce que ça va faire 30 ans. J'ai pas 40 ans moi, ça veut dire je suis pratiquement né dans le contexte presque de la fin de la guerre froide. On ne fait que subir, et le cycle, il ne fait que se répéter. On va arriver à un moment, il y aura des négociations ici, ça sera le partage du pouvoir, des nouvelles contestations, c'est va-et-vient des politiciens de gauche à droite, de droite à gauche, de la CENI à la rébellion, de la rébellion au pouvoir, ainsi de suite.
on va assister à ça éternellement, mais il faut qu'à un moment, une génération s'élève et commence à comprendre des choses et à dire qu'il faut qu'on donne la chance au Congo. Oui, nous allons y revenir. Le temps de terminer peut-être cette partie culture. En dehors de la Maison des Merveilles, vous avez déjà eu à écrire autre chose? Oui, j'ai publié en 2022 Ainsi sont faites les lianes. C'est dans le même registre, mais cette fois-là, c'était plus internalisé. Hein. Je n'ai pas abordé, vraiment pas trop, la thématique relative au rapport interétatique entre le Congo, la Tanzanie, Zanzibar, les esclavagistes et tout. Je suis resté sur un vécu de l'époque du Congo après les massacres qui s'est déroulé en région de Beni à Boulungu. C'est là que j'ai puisé mes personnages. Je me suis inspiré aussi de l'évasion de Makala, de Nemwandansemi. J'ai essayé de mettre tout cela en musique pour créer un roman de fiction, mais qui aussi essaie de retracer une étape importante des mutations qui surviennent en République démocratique du Congo et de ces relations entre acteurs politiques, entre puissances étrangères et tout, qui font du Congo un cocktail vraiment parfois insaisissable et qui fait que marquer les pas sur place, avancer à reculons. Parce que par exemple, aujourd'hui, le Congo se retrouve dans une situation où, après avoir ouvert la voie à un ordre constitutionnel, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ce n'est pas le sujet, qui est parti de 2006, qui avait pour raison d'être mettre fin à la crise persistante née de la contestation de la légitimité des autorités. On est encore en train d'assister aujourd'hui à la contestation de la légitimité des autorités avec le risque que ce cycle recommence. Donc j'ai déjà sorti un premier roman, avant un recueil de nouvelles qui s'intitulait Destin calciné, qui avait déjà été édité, et puis j'ai sorti Ainsi sont faites les lianes. Mais c'est là, actuellement, je m'apprête à sortir La Maison de Merveille, qui est vraiment mon œuvre majeure de ce moment, je pense que pour les 2 prochaines années. Alors que pour certains, lorsqu'on veut cacher une connaissance aux Africains, il faut le mettre dans un livre. On ne comprend pas pourquoi vous êtes si déterminé à écrire. D'abord, je ne suis pas très d'accord avec ce point de vue. Déjà, je suis africain, mais je lis. Je connais les Africains qui lisent beaucoup. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas promouvoir le mal, il ne faut pas promouvoir la médiocrité. Les livres, c'est un instrument, c'est un véhicule du savoir. Un peuple sans culture, c'est pratiquement un peuple mort. La littérature, la culture, ça fait partie de l'âme même de notre peuple. Si nous-mêmes, nous ne racontons pas notre propre histoire, si nous-mêmes, nous n'essayons pas de promouvoir notre culture, qui le fera à notre place? On aura des enseignements parfois truffés d'erreurs historiques, des inexactitudes. Il faut que nous-mêmes, on commence à s'en approprier. Quant à la manière de promouvoir la culture congolaise, la littérature congolaise et de la vendre à travers le monde, je pense que c'est une question aussi des politiques culturelles qu'il faut arriver à mettre en place, des manières à porter vraiment haut la culture du Congo. Et ça relève de l'action gouvernementale. On ne cessera jamais de le dire. L'écrivain, il écrit et il s'arrête là. Il faut une industrie qui va suivre. La plupart des films que vous voyez à travers le monde naissent d'abord des romans et des nouvelles. C'est à partir de là qu'on les porte au cinéma. Même ceux qui ne savent pas lire, mais vous verrez qu'ils vont rester au cinéma, devant la télé, regarder un film et comprendre de quoi on parle, de quoi il s'agit, de quelle scène il s'agit. Aujourd'hui, lorsqu'on arrivera le 30 juin par exemple, on verra dans toutes les chaînes de télé ici un film de Lumumba qui va passer. Mais ce n'est pas un film congolais déjà. Vous voyez, Patrice Lumumba lui-même, il avait dit que l'Afrique racontera sa propre histoire, elle-même. Mais déjà le Congolais, on ne sait même pas s'approprier de notre propre patrimoine culturel et historique. Je pense qu'il faut, pour inciter les Congolais à lire, mais non seulement à lire, mais à créer des œuvres, définir une bonne politique culturelle. Ça veut dire, on ne peut pas comprendre qu'on ait un pays, un gouvernement comme le nôtre, mais il n'y a pas de prix littéraires nationaux. Il n'y en a pas.
Il n'y a pas de festivals qui vont primer les créateurs de films ou de cinéma. Ça n'existe pas. Il y a une tentative ici à un moment de la mise en place du Grand Prix congolais du livre et puis du Grand Prix panafricain du livre sous la présidence de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Après son départ, l'initiative est restée lettre morte. C'est la même chose pour toutes les initiatives d'incitation culturelle du Congo. Et on est en train d'assister peu à peu, en tout cas si on ne se réveille pas, si on ne s'y prend pas à temps, eh bien, à une déliquescence de la substance culturelle du Congo. Et donc aussi des lames du Congolais, parce que, exactement. Parce que vous semblez lier les deux. Oui, je lis les deux. Effectivement, il n'y a pas de nation sans culture. Les monuments, les œuvres littéraires, les espaces qui permettent aux jeunes de connaître leur culture et de s'en approprier, les éléments incitatifs à la création. La création, ce n'est pas que des compositions, des chansons d'amour que nos musiciens nous chantent à longueur de journée. C'est comme ça qu'on pense trop en dessous de la ceinture. Il faut aussi des incitations, des œuvres qui poussent les gens à la réflexion. Même nos films, nous avons beaucoup de créativité ici. On les appelle souvent théâtre, qui passent et qui vulgarisent un peu la culture congolaise. Mais si vous y regardez en fond, il y a beaucoup de dépravation des mœurs aussi dedans. Comment assainir ces secteurs? Comment permettre à ce que l'expression culturelle soit vraiment le reflet de l'âme congolaise? C'est tout un travail à faire, un programme qu'il faut mettre en place avec des politiques que le gouvernement pourrait très bien suivre et exécuter. Alors, cette âme congolaise, je crois comprendre que nous en aurons besoin ou nous en avons besoin pour trouver une voie de sortie pérenne à ces cycles que vous venez d'évoquer tout à l'heure, ces cycles du mal qui revient sans cesse. Exactement. L'âme congolaise, c'est l'unité nationale d'abord. Je crois que pendant la Deuxième République, tout n'était pas rose, certes, mais il y avait beaucoup d'évolution en termes de construction de l'identité congolaise, de l'identité nationale. Même au niveau de la chaîne nationale, je pense que c'était l'OZRT à l'époque, il y avait des émissions qui allaient dans ce sens-là. Et puis les Zaïres étaient plus ou moins stables. Bon, c'est vrai, il y a eu aussi le contexte de l'appui, le soutien que la Deuxième République recevait. De ce que j'ai dit ici, d'un bloc qui voulait avoir le contrôle sur les Zaïres, où on est allé intervenir au Tchad, lorsqu'il y avait des conflits entre les éléments de Kadhafi et de, je pense, Goukouni Ouédé et ainsi de suite. Vous vous êtes rendu compte que les Zaïres est allé là-bas. Et on a mis fin presque à ces conflits. Et aujourd'hui, vous voyez que nous sommes en train d'aller commander pratiquement l'aide au Tchad. Où est la fierté? Où est ces Zaïrois fiers de lui-même, ces Zaïrois forts, citoyens d'un État puissant au cœur de l'Afrique? C'est ça qu'il faut réveiller, qu'il faut ressusciter. Mais aujourd'hui, le discours va dans le sens des clivages régionaux, des clivages et des stigmatisations linguistiques. Tel il parle Swahili, tel autre il parle Lingala. Il faut arriver à une politique qui renforce et qui consolide l'unité nationale si l'on veut vraiment faire face à cette situation, en restant un bloc. C'est aussi ça, j'estime, c'est aussi ça la nouvelle citoyenneté qu'il faut arriver à inculquer aux Congolaises et Congolais. Vous êtes sans savoir que nous traversons, les pays traversent un moment critique depuis l'avancée du M23 et qu'aujourd'hui, une fois de plus, les pays est écartelé aussi. Alors, les voies de sortie ne paraissent pas claires. Aujourd'hui, si on doit recourir à cette fameuse âme congolaise, comment est-ce qu'on peut mettre un terme à ces conflits de manière durable en prenant sur soi? Moi, je pense que, en tout cas, la plus grande initiative, c'est d'unir les Congolais au niveau d'un idéal.
Il faut arriver à leur expliquer qu'ils n'ont que ces pays. Mais actuellement, lorsque vous avez des positions aussi tranchées et qu'il y a eu du sang qui a coulé, on peut encore parler d'idéal. Oui, effectivement. Effectivement. C'est vrai. Les positions partisanes paraissent irréconciliables, on dirait. Oui, nous sommes venus de quelque part. La République démocratique du Congo est née dans un contexte mondial donné. Mais à la fin, on est devenu un pays, en fait. Ce racolage de tel empire, tel autre royaume est devenu un pays. Cette identité nationale, il faut la maintenir. Et lorsqu'elle est menacée par l'occupation étrangère, l'une des solutions les plus idoines, c'est de commencer d'abord par renforcer la cohésion interne. Moi, je ne suis pas vraiment, je ne suis pas d'accord avec, je mets entre guillemets, cette opposition qui refuse cette initiative. Déjà, c'est un passoire entre majorité et opposition dans ce pays. Il n'y a pas de ligne rigide. C'est très souple. On peut passer d'un camp à un autre. Vous regardez les 5 années précédentes de la politique du Congo. Donc, on ne peut pas rester clivé sur le fait qu'on ne participe pas à un gouvernement, on est de l'opposition, et du coup, on refuse de s'unir autour de celui qui est à la tête du pays aujourd'hui, d'accord, afin de faire face à l'ennemi, chacun dans sa zone d'influence. Je pense que ça, c'est inimaginable dans un État normal. Lorsque le pays est en guerre, comme j'ai dit ici, c'est une menace existentielle. Ce n'est pas la menace d'un pouvoir seulement. Mais ça, c'est votre perception, parce que... Si, je l'ai démontré, on connaît les velléités expansionnistes du Rwanda. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Vous dites que les Congolais devraient se mettre d'abord entre eux face au Rwanda. Exact. Alors que parmi les Congolais, ils se disent que le Rwanda, c'est peut-être un sorcier, mais un sorcier qui nous aide à chasser les serpents de la maison. Ça a déjà été fait, vous le savez. Le Rwanda a déjà occupé le Congo jusqu'à faire partir un pouvoir. En 1997, Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir. Après, d'où est venu le RCD? Aussi longtemps que les velléités expansionnistes du Rwanda et de Paul Kagame ne s'arrêtent pas, ben, le M23, le RCD, le KML, le MLC, ils peuvent en recréer autant. Encore dans 10 ans, vous verrez qu'ils en créeraient un autre. CNDP, vous n'en parlez pas aujourd'hui, mais ça a été créé à un moment. Vous voyez, donc, le vrai problème, ce n'est pas des leaders circonstanciels, des pièces de rechange, mais c'est le véhicule lui-même. C'est ces ambitions expansionnistes du Rwanda qu'il faut combattre aujourd'hui. Et de ce côté, il faut dire que sur l'axe diplomatique, il y a des vraies avancées réelles à ces niveaux-là, mais qui sont à saluer, certes, mais qui ne sont pas suffisantes. Il faut élargir cela et aller vers une contre-offensive militaire de manière à récupérer Bukavu et Goma et toutes ces parties du Kivu qui sont sorties de l'espace de souveraineté du Congo à ce jour. Mais vous semblez porter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que il ne faut pas discuter avec les M23, il faut discuter avec le Rwanda qui est carrément l'initiateur du M23. Mais cela ne va donner aucune solution, visiblement, on va tout droit dans un mur. Non, cela a du sens. Cela a du sens, comme je l'ai dit. Les rébellions portées par des Congolais ne sont que des outils ou des instruments de légitimation de la politique expansionniste du Rwanda sur notre pays. Ce ne sont pas des initiatives mutu proprio qui naissent des Congolais qui veulent réellement combattre un mal ou un problème donné. Non, c'est des prétextes et des faux prétextes. Négocier avec les M23, c'est légitimer leur combat. Et en légitimant leur combat, c'est leur accorder de l'importance. Cela a déjà été fait plusieurs fois. Mais vous vous rendrez compte à la fin que les revendications que ce mouvement portera ne seront que celles du Rwanda, qui est le vrai tireur de ficelles dans la guerre que nous sommes en train de vivre et qui nous a imposé à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Et c'est existentiel. Si
il y en a qui pensent qu'il faut négocier avec les M23. Alors, Kagame a complètement raison que cette crise est congolo-congolaise. Or, nous savons tous que c'est faux. La crise n'est pas congolo-congolaise. Elle comporte un volet interne quand même. Lequel? Mais le fait que le Kinshasa, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les régimes de Kinshasa, donc les régimes actuels, est décrié pour son affairisme, sa mégestion, ses problèmes de gouvernance par une opposition déjà interne avant d'arriver à la militarisation de l'opposition. Donc ça pose problème. Oui, ça pose problème. Oui. Nous avons banni dans ce pays. Et ça peut se régler ici. Ça se règle comment? Ben écoutez, faites votre opposition de manière républicaine. Ça n'a été refusé à personne. Agissons comme des gens civilisés. Parce que c'était ça les objectifs à l'issue du dialogue intercongolais 2004-2005 et qui a abouti à la mise en place de cet ordre constitutionnel. On a érigé en haute trahison la prise des armes pour la conquête du pouvoir. On est allé vers des étapes démocratiques qui sont certes, la voie démocratique, elle a été balbutiante. Au début, il y a eu des erreurs à corriger, ainsi de suite, mais c'est un début. C'est un début. Mais lorsque, on va dire, puisqu'il y a la mauvaise gouvernance, puisqu'il y a l'affairisme, puisqu'il y a, comment dire ça, la mégestion, la solution, on va s'allier à un État étranger, on va prendre les armes, on va tuer un gouverneur d'une province, on va reconquérir ces provinces-là par les armes et imposer une autorité et une administration parallèle. Ben écoute, on légitime encore, on relégitime la conquête du pouvoir dans ce pays par la voie des armes. Et ça, c'est un rétropédalage. C'est un rétropédalage. Pourquoi alors avoir élaboré une constitution? Ça veut dire demain, n'importe qui peut se réveiller. Je dis, bon, moi, je n'aime pas la tête des X. Je me réfugie chez moi à Kabambar et là-bas. Je prends les armes aussi pour le chasser. Quelqu'un d'autre va faire la même chose comme les Mobondo de l'autre côté. Un autre va faire des Bakatakatanga de l'autre côté. Qu'est-ce que nous avons comme État, qu'est-ce que nous avons comme valeur républicaine que nous pouvons préserver au-delà de la prise des armes? Si ce genre d'argument vient ou sort de la bouche des opposants, pour moi c'est triste et c'est très regrettable. On gère les choses de manière républicaine, mais pas aller jusqu'à cautionner la prise des armes contre les institutions établies de la République démocratique du Congo. Non. Les choses peuvent se régler en interne. Soit par la voie des conquêtes légitimes du pouvoir, apporter un programme alternatif, remplacer le programme que vous estimez défaillant ou mal conçu, mal exécuté, amener le vôtre et peut-être que vous amènerez du changement ou carrément trouver d'autres pistes de solutions, mais en interne pour résoudre le problème. Mais là, ce que vous dites, c'est lorsque les règles ne sont pas changées au cours du jeu. Parce que les autres considèrent que le partenaire de ces jeux est déloyal et qu'il change les règles au cours du jeu en sa faveur. Donc, du coup, on remet tout en cause, même les cadres même existentiels. Et qu'est-ce qu'il reste finalement? Il reste d'aller prendre les armes et de se faire justice. Et de rétro-pédaler. De rétro-pédaler. Ben, d'ailleurs, ça cautionne même. Ça cautionne une approche qui vide même cette constitution alors de toute sa raison d'être. Ça casse le pacte républicain, on ne s'en rend peut-être pas compte. Il est cassé. Oui, prendre les armes, c'est pour ça qu'il faut une position ferme. Ne pas négocier avec ceux qui ont pris les armes contre les institutions de la République, afin de faire quoi? Ne serait-ce que de tracer une ligne rouge. Mais maître, est-ce que vous n'êtes pas en train d'aller à contre-courant de la tendance actuelle, notamment l'initiative sur les pactes sociaux pour les bien vivre ensemble ou bien-être ensemble, menée par les clergés, qui veut mettre un terme aux hostilités, alors que je vous ai entendu tout à l'heure évoquer la nécessité
d'une contre-offensive pour, entre guillemets, bouter l'ennemi dehors, comme on disait à l'époque. Et vous évoluez à contre-courant de la tendance. Oui, bien sûr que j'évolue à contre-courant de la tendance. Si cette quête de la paix à tout prix, moi je ne suis pas le tenant de la quête du pacte social à tout prix, si c'est au prix du sang de Congolais, non. Si c'est au prix de la légitimation de la conquête du pouvoir par la voie des armes, non. À quoi on va assister? On va assister encore à des seigneurs de guerre qui vont être promis à des grades supérieurs au sein de l'armée et qui vont venir circuler ici à Kinshasa, les mains blanchies complètement et prendre la place au sein des institutions. On a assisté à cela. Et si on mettait, faut pas que ces cycles et si on mettait une croix sur cet aspect-là, les restes vous convient? Si, les restes, ça me convient. Entre Congolais, les gens peuvent discuter. Mais la ligne rouge, j'estime, la ligne rouge, c'est d'éviter la répétition de ces cycles où, à tout bout de champ, des Congolais sont utilisés sous des prétextes divers mais fallacieux pour prendre les armes et se légitimer eux-mêmes par la voie des armes. Non. Quand ça casse le pacte républicain pour lequel les sangs des gens ont déjà été versés, il y en a qui ont fait de la prison ici, notamment moi-même, pour le maintien de ce pacte républicain. Celui-là, en 2000, les pactes républicains trouvés en 2006, nous l'avons fait. S'il faut rétro-pédaler, je vous jure, ce sera l'échec même de l'initiative Congo. Alors, on va dire. Mais alors maintenant, s'il faut. Le projet Congo. Mais la voie de sortie, qui va prendre l'initiative? Parce que vous remettez en cause les clergés, qui paraissent être peut-être les plus neutres. Et Nairobi et Luanda sont dans l'impasse. Nous avons un garant du bon fonctionnement des institutions de l'État, c'est le président de la République. Vous pensez que le président de la République peut prendre l'initiative d'aller parler avec le Rwanda ou d'aller parler avec les M23? J'ai écarté la ligne rouge. Oui. Donc pas avec les M23, mais qu'il aille parler avec le Rwanda. Ou qu'il parle... Non. Je pense que le chef de l'État a déjà essayé cela. Je ne porte pas sa parole l'autre ici. fois que la prochaine fois qu'il doit se voir avec Paul Kagame, ça sera au ciel. Je ne porte pas sa parole ici, je ne suis pas son porte-parole, mais ce qui est vrai, c'est que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Lorsque les partis républicains commencent à être rompus, lorsque des pans entiers du territoire national subissent l'occupation des armées étrangères, c'est à lui de donner le ton. Moi, je salue le fait qu'il ait ouvert beaucoup d'axes. Je l'ai déjà dit ici, l'axe diplomatique, où je trouve que la ministre des Affaires étrangères est excellente dans les initiatives, le courage qu'elle prend et les démarches qu'elle mène. Ça, je salue, chapeau. Mais au-delà de l'axe diplomatique, il y a l'axe de la cohésion interne. C'est là qu'il faut travailler. Les divergences, ça finit toujours par s'aplanir. Au-delà de la décrispation de l'espace politique, de l'élargissement de l'espace politique, de l'ouverture politique qu'il peut proposer à l'opposition, qui boude encore certes, mais qui comprennent la pertinence de ces besoins-là, il faut arriver aussi à une cohésion de toutes les couches sociales de la population. Mais c'est le format peut-être et l'initiative qu'il faut essayer de revoir, mais parallèlement à tout cela, puisque nous sommes un État, et qu'en tant qu'État, le Congo a le monopole de la contrainte physique légitime, comme disait Max Weber. Il faut maintenir aussi l'axe ou l'option militaire pour déloger de Bukavu et de Goma ceux qui occupent ces espaces de manière illégitime et illégale. Mais en termes de cohésion interne, je pense qu'il faut réfléchir sur ce qui pourra être fait, mais c'est un axe qui est aussi important. On ne peut pas parler d'un même langage lorsqu'il y a des enfants de la maison et lorsqu'il y a des Congolais qui se sentent marginalisés au sein de certaines familles politiques ou qu'il y a une opposition qui se radicalise davantage. Il faut trouver des mécanismes pour amener tout le monde, soit au sein d'un gouvernement d'union nationale, de manière à ce que cette fois-là, on aille à la fin de cette guerre avec toutes les intelligences du Congo, que ce soit dans les secteurs de la société civile, dans les secteurs politiques, les secteurs scientifiques, la diaspora et tout le reste, de manière à ce que, pour une fois, on s'unisse ensemble, qu'on
qu'on aplanisse un peu nos divergences, qu'on fume le calumet de la paix et qu'on avance comme un seul homme. Là, on sera très fort. Mais aussi longtemps qu'il existe encore des divisions en interne, je pense que ça prête les flancs à l'ennemi. Parce qu'aussi longtemps que nous sommes soudés, il va entrer par où l'ennemi. Mais tant qu'il y a en interne des divergences, parfois ce ne sont pas des divergences idéologiques, ce ne sont pas des divergences de fond sur l'approche à mener. Si c'était ce genre de débat, je comprendrais. Mais parfois, c'est des divergences de positionnement. C'est des divergences qui naissent des ressentiments. Et ça, ça peut trouver solution. Moi, on m'a arrêté, moi, on m'a privé de ceci, moi, on a saisi. Ça peut trouver solution. Ça peut trouver solution. D'accord. Maître, alors nous allons terminer par là, mais tout en vous demandant quand est-ce que va paraître La Maison des Merveilles et où est-ce que ces livres pourraient être disponibles pour ceux qui pourraient être intéressés? Bon, ici, d'abord, le livre paraît le 14. Le 14 de mars. Donc, mardi, la semaine prochaine, à Paris, lors du Salon du Livre africain. Une fois qu'il paraît là-bas, il y a certains détails logistiques qu'il faudrait régler pour qu'il arrive à Kinshasa. Et ici, nous sommes pour parler avec des distributeurs, parmi lesquels un distributeur qui est très connu dans les milieux, l'AESH, et avec qui on va travailler de manière à ce que la distribution au niveau local soit prise en main. Et à partir au plus tard de début avril, l'ouvrage sera dans les librairies et les bibliothèques du Congo, donc accessible à toutes les bourses. Ben, nous lui souhaitons bon vent à La Maison des Merveilles. Merci. Merci d'être venu une fois de plus sur notre plateau. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de partout. À très bientôt. Au revoir.